Bonjour, pour cette vidéo j'avais envie de vous parler du burn-out pour surtout une raison qui est celle qu'une amie très proche à moi a été touchée par cette maladie, parce que le burn-out est reconnu comme une maladie par l'Organisme mondial de la santé, et qu'elle a fait face à certains préjugés, certains manques d'informations, ce qui a été assez difficile à vivre pour elle. Donc moi aussi, avec mes mots, mon impression, mes accompagnements, j'avais envie de donner mon point de vue et des informations là-dessus. Voilà. Parce que plus de personnes sont au courant, sont sensibilisées, plus chaque personne qui sont atteintes de l'épuisement professionnel peuvent se sentir compris et sécurisés dans ces moments qui ne sont pas simples. Donc le burn-out, comme j'ai dit, aussi appelé épuisement professionnel, c'est l'idée vraiment dans un premier point de la perte de sens, de la perte de la raison du pourquoi on est en train de faire ce que l'on était en train de faire, ce que l'on était en train de faire avec tant de dévouement, tant d'investissement. Cette perte de sens aussi liée à un moment donné à cette impression de déséquilibre entre tout ce qu'on a pu donner et entre cette sensation de ne pas avoir suffisamment reçu en retour. Et souvent, par rapport aux ressources qu'a développées et offert la personne dans son milieu professionnel ou personnel, ressentir une forme ou d'indifférence ou tout du moins de déséquilibre par rapport à ce que redonne l'environnement. Donc ça, c'est vraiment sur la définition. Il va y avoir plusieurs profils, et ainsi on ne parlera pas du même investissement, dans le sens où peut-être cet investissement n'avait pas le même but. Déjà, il va y avoir l'idée de l'anxieux, c'est-à-dire celui qui veut bien faire son travail, qui ne va jamais être trop sûr à l'intérieur de lui qu'il a bien fait, et qui peut chercher à justifier fréquemment qu'il a bien fait son travail. Ce qui, par rapport à l'environnement, au départ, on parle d'une personne qui va être bien investie dans son travail, sauf que peut-être au bout d'un moment, ça va être un peu celui qui est lourd, parce qu'on voit qu'en fait, il a un certain manque de confiance dans ce qu'il fait, et il va avoir besoin de justifier son travail vis-à-vis des autres, quoi. C'est un peu l'idée, la croyance, c'est jamais trop n'est jamais assez. Voilà, ça va être par rapport à l'anxieux. Le deuxième profil, ça va être tous les perfectionnistes, tous ceux qui sont avec la croyance du soi parfait, du coup qui vont prendre beaucoup de temps, soit dans les détails, soit dans l'application des protocoles, et qui, au bout d'un moment, les tâches peut-être étant de plus en plus nombreuses, son mode de fonctionnement ne va pas pouvoir se mettre d'égal à égal avec toute la demande de travail qui lui est imputée. Il y a le soleil qui sort, je vais changer, vous allez me voir de manière très lumineuse. Mais moi je ne vois plus rien en conséquence. Donc ça, c'était pour les perfectionnistes. Après, il va y avoir tous les carriéristes hyperactifs qui, eux, vont se surinvestir dans le but d'obtenir soit une promotion, soit de bien se faire voir. L'idée, c'est que à force de donner, si déjà il n'y a pas d'interaction d'égal à égal, au bout d'un moment, il va y avoir un manque.
Dans l'idée de donner aussi, il va y avoir l'idée de je ne vais pas écouter mes besoins, et ce qui au bout d'un moment peut réveiller en moi une forme de colère, ou colère que je vais retourner contre l'autre, contre l'entreprise, contre l'environnement, ou contre moi-même. Ça, c'est pour les hyperactifs. Qu'est-ce qu'il y a comme autre profil? Tout ce qui est surdoué, qui vont avoir d'un côté la course à la perfection, mais aussi, souvent, dans tout ce qui est surdouance, il y a l'idée donc, ils n'aiment pas l'injustice, donc il va y avoir la recherche d'un idéal. Donc ça, c'est pour le surdoué. Il va y avoir aussi tous les profils de sauveurs. Alors ceux-là, on va plus les rencontrer par exemple dans les domaines infirmiers, des aides-soignants, de la médecine. L'idée du sauveur, c'est comme je le précisais tout à l'heure, c'est l'idée de donner à l'autre et de ne plus écouter leurs besoins. Et en plus de ça, c'est on va dire que c'est les personnes que j'accompagne le plus fréquemment par rapport au burn-out. C'est des personnes qui sont tellement engagées avec le cœur que quand elles voient certaines institutions, comment l'institution s'occupe d'eux ou s'occupe de leur... et des moyens qu'ils ont à leur disposition pour accompagner des êtres humains, c'est simplement insuffisant, voire à l'heure actuelle, je pense, dans certains cas, maltraitant. Donc d'arriver avec tant une énergie du cœur, une énergie du don, de la conscience du service à l'autre, et de ne pas pouvoir faire vivre au mieux ce soin par rapport à l'être humain, c'est d'autant plus violent. Voilà. Et donc je reviens sur l'idée vraiment de la définition, que la première chose, c'est la perte de sens. Donc, quels sont les signes avant-coureurs par rapport au burn-out? Alors, il va y avoir alors, vraiment les premiers symptômes, je pense, vont être sur le plan physiologique. C'est est-ce que je me mets à manger plus que de raison, ou est-ce que je commence à cesser de m'alimenter? L'autre indicateur très fort, c'est le sommeil. Est-ce que je commence à perdre complètement le sommeil, ou est-ce que je commence à dormir plus que de raison? Sachant que le sommeil va être souvent troublé, donc même si c'est des longues nuits, ça ne va pas être des nuits ressourçantes. Et souvent, on rencontre chez les personnes en pré-burnout l'idée qu'elles vont se lever très très tôt dans le matin, quoi. Donc ça va être vraiment les deux symptômes. Et vraiment sur cette idée de sommeil, c'est je me couche et je me lève le matin, et même si j'ai fait 12 heures, parce que pour une fois je pouvais me reposer, je suis toujours fatiguée, vidée, épuisée. Je mets plusieurs mots de vocabulaire, mais parce que déjà c'est ceux que les personnes emploient, et aussi pour les personnes qui sont concernées ou qui pensent avoir quelqu'un dans leur entourage, c'est ces mots-là en fait que les gens utilisent. Après, comme de par hasard, la personne aussi va commencer à avoir des maladies, ou même des fractures ou des foulures. J'avais une personne que j'accompagnais d'une vingtaine d'années qui était aide-soignante et qui venait à chaque fois avec une difficulté soit au poignet, soit au dos, soit... elle arrivait toujours à se faire mal. En même temps, son corps était dans un tel état d'épuisement qu'il venait à signifier ça par la maladie, hein. C'est le fameux le maladie, en 3 mots. Mais pour le coup, c'était un peu comme si le corps il cherchait à tirer les sonnettes d'alarme, à faire rompre les fusils pour que la personne arrête. Et du coup, c'est aussi normal si, quand on est en pré-burnout, que quand on a un week-end, mais on pourrait passer 2 jours à dormir. C'est complètement logique, parce qu'en fait, le corps, il a besoin de beaucoup plus que ça. Il faut savoir que sur le plan physiologique,
quand on est en burn-out, on a nos surrénales, qui sont deux glandes hormonales au-dessus des reins, hein, grosso modo, je suis pas médecin, qui sont complètement vidées HS. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de petits burn-out, il n'y a que des grands burn-out. C'est que quand vous êtes vidé, vous êtes vidé. Et c'est pas en 3 semaines que vous allez vous remettre de ce burn-out. Ça va être en minimum 6 mois. Et donc, pour reprendre vraiment sa capacité d'avant, ce sera entre 6 mois et 1 an, et ça peut tirer jusqu'à 3 ans. Voilà. Donc, je prends vraiment bien le temps d'appuyer sur ça, parce qu'il y a des personnes qui arrivent en pré-burnout, et qui... Forcément, il y a une forme de déni, de minimisation des symptômes, mais il faut savoir aussi que le burn-out, s'il y a vraiment une histoire de rupture, de fracture, qu'il y a un moment, on passe de on peut être sur pied à on ne peut plus être sur pied. Et du coup, c'est aussi ça pour moi la forme d'éducation, de prévention, c'est de bien appuyer sur attention, stop, vraiment stop. Et il n'y a pas d'autre mot, c'est stop, reposez-vous, stop, prenez soin de vous, stop, au besoin, passez en arrêt maladie. Parce que l'arrêt maladie que là vous allez peut-être prendre d'1 ou 2 semaines, ça va être différent de 6 mois. Voilà. Donc ça c'était sur le plan physiologique. Il va y avoir aussi sur le point de vue émotionnel des personnes beaucoup plus sensibles qui peuvent avoir affaire à des crises de larmes. L'idée un peu de je prends tout à fleur de peau. Il va y avoir aussi une forme d'aigreur, de négativité, de devenir sceptique. Et en fait, il y a de s'isoler aussi. C'est parce qu'il y a un autre... on va dire que la dernière manière dont l'esprit, la psyché va se préserver, et le corps aussi, parce que le corps est complètement épuisé, c'est la déshumanisation. C'est-à-dire d'être complètement insensible à cet environnement qui est maltraitant. Parce que c'est trop, en fait. On est passé dans du trop. Voilà, ça c'était plan émotionnel. Plan physique, j'étais sur en pré-burnout, les symptômes. Il y a un test qui s'appelle le test de Copenhague, qui se trouve suffisamment facilement, je pense, sur Internet, que vous pouvez faire si vous vous reconnaissez ou si vous voulez proposer à quelqu'un pour savoir où vous en êtes justement dans cette évolution du syndrome d'épuisement professionnel. Ok, sinon... C'est cool, j'ai reconnu mes signes avant-coureurs. Comment je peux faire pour, on va dire, freiner ou prévenir ce mal? Donc la première chose, ça va être d'équilibrer la vie privée et la vie professionnelle, parce que souvent, ça veut dire qu'il y a une... bon, c'est sur le terme professionnel où la vie privée vraiment commence à être rongée. Et il y a certains... médecins posent la question par rapport au burn-out des personnes spécialisées. Une des dernières questions qui dit en gros où vous en êtes sur la barre avant le burn-out. Et une des questions c'est est-ce que vous prenez encore du plaisir avec vos proches? Parce que là, si vraiment vous commencez à avoir cette forme d'aigreur ou cette forme d'isolement avec vos proches, là, voilà, là c'est plus que stop, là c'est warning. Donc préserver l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Bien sûr, tout ce qu'il va y avoir attrait à la santé, faire du sport. Et même si vous êtes complètement fatigué, oui, il est bon d'aller faire du sport. Alors ça c'est... moi ça me paraissait contre-intuitif, c'est pour ça que je suis allée le vérifier. Mais effectivement, si vous commencez à être en burn-out, il est bon d'aller faire du sport. Voilà. Pour vider, décharger toutes ces tensions en fait intérieures.
bien sûr la nourriture. Et enfin, retrouver le sens, c'est-à-dire se poser les bonnes questions vis-à-vis de son métier ou vis-à-vis même de sa vie de parent. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? De quoi j'ai besoin? Quels sont mes besoins? Comment je peux répondre à ces besoins? Qu'est-ce qui me donne le sentiment de me respecter? Où est-ce que je me sens en porte-à-faux dans mes valeurs? Voilà, toutes ces questions qui vont revenir au sens. Sachant que ça peut être très concret comme beaucoup plus lointain, c'est-à-dire finalement, moi, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Parce que et souvent, je dis ça pour les post-burnout, mais souvent, en fait, il y a une envie de changer de métier qui était déjà présent parce que la personne ne se reconnaissait pas dans son travail qu'elle avait décidé il y a peut-être des années auparavant. Et finalement, c'est moi à la base, qu'est-ce que je voulais faire vraiment, quoi? Qu'est-ce qui me faisait battre le cœur? Et là, il y a des petites questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui me plaisait quand j'étais petit? Parce que oui, en fait, on était tout petit, mais il y avait vraiment des choses qui nous faisaient battre le cœur. Et aussi au moment de l'adolescence. Voilà, ça c'est des petites pistes que je vous donne. L'autre chose, c'est savoir dire non. Ça va être aussi dans le prévenir, mais c'est aussi dans le guérir. C'est apprendre à dire non, parce que effectivement, si vous avez ce qu'on appelle la croyance que vous avez besoin de faire plaisir aux autres, donc vous dites jamais non, donc vous prenez une charge, 2 charges, 3 charges, 4 charges, 5 charges, etc., etc. Et au bout d'un moment, forcément, ça explose. Ça s'appelle le complexe de la cocotte minute. Non, j'en sais rien. Mais voilà. Donc ça, c'était pour prévenir. Et maintenant, on va dire pour guérir. Pour guérir. Alors, l'idée, c'est que ça va déjà se passer un peu comme un deuil. Hein. Il va y avoir un déni. Ça, c'est souvent avant au niveau du pré-burnout. Après, il va y avoir une idée de colère, ou parce qu'on ne s'est pas écouté, ou face à l'environnement qui était maltraitant avec nous, et qu'on reconnaît enfin que on s'est chargé peut-être de demandes qui étaient parfois même inhumaines. Il y avait une incapacité avec le rapport au temps qui faisait qu'on pouvait appliquer les tâches qui nous étaient demandées. C'est-à-dire vraiment revenir avec un principe de réalité. C'est-à-dire que c'est pas si l'autre nous demande, l'autre étant l'environnement, le patron, l'enfant, si l'autre nous demande des tâches à accomplir, peut-être qu'en fait, il y a un moment, c'est juste pas réel par rapport à le temps que j'ai, le salaire, etc., etc. Les compétences. Donc, une fois que j'ai... Voilà, là j'étais sur la colère, ça y est, je me souviens où j'en suis. Et il va y avoir ensuite tout ce qui est négociation, c'est-à-dire, ah oui, mais peut-être que je pourrais retourner au travail. Ça, c'est pour ceux qui sont... Là, on est vraiment passé de l'autre côté de la frontière. Je pourrais peut-être retourner au travail et tout. Sincèrement, avant 6 mois, vous y pensez même pas. Hein. Mais il y a toujours ce truc de... mince, mais je sais, la dévalorisation, je suis là, allongée toute la journée, j'ai envie de rien faire, je suis peut-être dépressif. Là, grand point à retenir. Attention, si vous êtes en burn-out, vous n'êtes pas en dépression. Ça peut se poser la question si vous en commencez à être 2-3 ans, là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dessous? Mais si vous êtes en burn-out, vous n'êtes pas en dépression. Ça, c'est hyper important à reconnaître. Hyper important. Et bien sûr, du coup, dans l'idée de la guérison, il va y avoir de reprendre soin de son estime de soi. Parce que souvent, c'est qu'on s'est beaucoup oublié. Revenir aussi sur cette question du sens. C'était dans le prévenir, mais c'est aussi dans le guérir. L'idée de quelle est la place que je me donne, quelle est la place que je prends, quelle est la place que je veux. Il va y avoir aussi toute cette idée de revenir à vraiment dans ses besoins corporels, comme j'ai dit sur la santé, mais aussi simplement qu'est-ce qui me procure des plaisirs simples
Et vraiment avec le corps, parce que il peut y avoir aussi dans certains burn-out très très forts des sensations de décorporation. J'ai eu le témoignage une fois une personne qui disait je me regardais dans le miroir et j'arrivais même pas à me reconnaître. Donc ça va être vraiment revenir dans son corps, revenir dans ses sensations. Donc ça peut être des choses très simples comme être pleinement dans les sens, dans le toucher, en prenant un bain, en prenant une douche, en allant au bord d'une rivière ou de la plage et toucher des galets ou du sable. Ça peut être des choses très très simples, comme ça peut être au niveau thérapeutique tout ce qui est psychocorporel, reprendre son ancrage, reprendre sa connexion avec la terre. Voilà. Il va y avoir aussi, quand j'accompagne quelqu'un après un burn-out, en plus du sens, en plus de la reconnexion à soi, qui est quand même, la reconnexion à soi, c'est quand même pour moi la base, le fondamental. Tant qu'on n'a pas ça, j'ai presque envie de dire, c'est un peu complexe d'aller élargir, quoi. Il faut d'abord revenir à soi pour aller explorer, quoi. Il faut d'abord être dans son corps pour aller à l'extérieur. C'est logique. Et ensuite, il va falloir un peu revoir souvent la communication. Parce que ça veut dire souvent des gens qui ont autorisé l'autre à se faire soumettre, en fait, par des injonctions, par des ordres, par des tâches. Donc revoir, vraiment se repositionner en tant qu'adulte face aux autres. Donc là, je vais souvent explorer l'analyse transactionnelle. Je donne des termes comme ça, n'hésitez pas à les rechercher sur le net après, si jamais vous êtes curieux. Et puis, ce sur quoi je vais travailler aussi, c'est l'ego, c'est-à-dire toutes ces petites voix intérieures qui a fait qu'on s'est limité, qu'on s'est dévalorisé, qu'on s'est fouetté. Allez, vas-y, tu peux faire mieux, encore un effort, etc., etc. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour le burn-out. Ce qui est sûr, on va dire, j'aime bien l'espoir, je suis plutôt une personne positive. Mais vraiment, voilà, moi, par l'expérience, ce qui est sûr, si jamais vous êtes en pré ou post-burnout, c'est que toutes les personnes que j'ai accompagnées en post-burnout, ça a été vraiment des changements radicaux. Alors, il y a un moment, ça fait peur, hein, c'est genre, mince, je comprends que je vais devoir changer de vie, mais non, je ne peux pas y aller. Et en même temps, moi, des trajets de vie que j'ai accompagnés, il y a vraiment du beau, il y a vraiment des reconnexions à soi, il y a vraiment des reconnexions des valeurs, des reconnexions avec du sens. C'est comme si c'est aussi violent que c'en est une remise à zéro, en fait, sur... mince, mais moi je veux quoi en fait, je veux vivre quoi dans cette vie, c'est quoi qui me fait vibrer, c'est quoi qui m'apporte de la joie, qu'est-ce que je veux vivre, quoi. Et ça, une fois que ces questions-là ont une réponse, mais waouh, mais juste waouh, quoi. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À très bientôt.